Quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Le président américain, je parle de Donald Trump, accuse le président ivoirien Alassane Ouattara d'avoir d'être le père des terroristes. Donc les gars, sans plus tailler, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Les États-Unis viennent de sortir une note inquiétante pour la Côte d'Ivoire. Ils déconseillent formellement aux ressortissants américains de se rendre dans la zone frontalière au nord de la Côte d'Ivoire parce que il y a un risque de terrorisme, de criminalité. Oui, c'est important. Il y a de cela quelques jours, la chaîne de télévision RTB montrait des terroristes qui quittaient au Burkina Faso pour rentrer sur le territoire ivoirien. Les soldats burkinabés ne peuvent pas les poursuivre parce que il n'y a pas le droit de poursuivre sur le territoire ivoirien. Mieux, ces terroristes avaient retenu les kalachnikovs contre les soldats burkinabés. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, à travers le département d'État. Je vous lis ensemble, c'est important. Conseil aux voyageurs pour la Côte d'Ivoire. Faites preuve d'une vigilance accrue en Côte d'Ivoire en raison de la criminalité, du terrorisme, des troubles, des problèmes sanitaires et de la piraterie dans les eaux environnantes. Le risque est plus élevé dans certaines zones. Consultez l'intégralité des conseils aux voyageurs. Il est déconseillé de se rendre dans la région frontalière nord en raison des risques de criminalité et de terrorisme. Ne vous rendez en aucun cas dans la région frontalière nord de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en aucun cas dans la région frontalière nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous nous avertions à expliquer, que la Côte d'Ivoire est en danger. Sous Blaise Compaoré au Burkina Faso, les terroristes logeaient tranquillement au Burkina et partaient endeuillés au Mali. Aujourd'hui, on voit la conséquence de cet acte irresponsable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les terroristes, pour certains, on a vu sur une chaîne de télévision européenne où il y a un spécialiste des terroristes qui a même dit que des soldats ivoiriens laissaient les terroristes aller faire les marchés et pouvaient se balader tranquillement au nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sonnent la sonnette d'alarme. En toute urgence, ils demandent, vous voyez ici, l'information est là, c'est officiel que les États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au nord de la Côte d'Ivoire, principalement dans la zone frontalière. Frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, la situation au niveau du terrorisme, elle est gravissime, elle est alarmante, elle est désastreuse. Le régime Ouattara croit que c'est en signant des pactes officieux, des accords occultes avec des terroristes que nous sommes à l'abri du terrorisme. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui alertent de la dangerosité et d'une attaque imminente de la criminalité au nord de la Côte d'Ivoire. C'est dit. Je vous remercie. C'est à ça que j'arrive, c'est à la conclusion que j'arrive et je ris toujours. Vous ne pouvez pas juger Dieu à travers telle ou telle chose, mais jugez-le à travers sa parole. Maintenant, comment nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie? Ça, c'est un autre débat. Et ça, malheureusement, ceux qui croient vouloir s'attaquer à Dieu ne le font que parce que le petit blanc a perverti la parole de Dieu à travers la Bible en venant en Afrique. Voilà, mais il faut te respecter, Frédéric. Ce n'est pas par la bête direct, tu vas venir écrire ça. Il faut avoir un peu honte, il faut avoir la pudeur. Tout le monde va lire ton commentaire. C'est pas joli. Enlève ça. Respecte-toi, mon ami. Hein? Ça ne se fait pas. Si tu m'as écrit, tu crois que je suis là assis à attendre que Frédéric m'écrive pour répondre? Quand je rentre ici, il y a des milliers de messages auxquels je n'ai pas encore répondu. C'est pas par la direct, tu vas faire ça. Et moi, quand on ne sait pas se comporter, je suis mal élevé. Ça, je vais être clair. Si tu m'as écrit dans mon WhatsApp, maintenant tu veux me mettre sur la place publique devant tout le monde. Pourquoi tu fais ça? Sois intelligent, mon ami. Enlève cette merde que tu as écrit là. Alors, je continue. Donc, on juge Dieu de son siège royal à travers le comportement des hommes. Le même Dieu qui avait dit à l'époque, vous êtes tellement rebelles que j'ai envie de vous détruire. Alors, c'est ça qui est, c'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou vous ne comprenez pas la parole de Dieu ne se comprend pas comme un livre académique, comme un livre de science-fiction, comme un livre d'histoire, comme un livre de géographie, comme un livre de littérature. Non. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre d'abord, est-ce qu'on est en phase avec Dieu?
Est-ce qu'on est habité par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on est en mesure de parler correctement ou d'interpréter correctement ce que cette parole dit? Les Africains se laissent manipuler par cette histoire de on avait nos cultures, on avait ceci. Mais ta culture, là, tu prends toi ta machette, tu vas dans la brousse, tu coupes un arbre et puis tu vas te fabriquer un Dieu et puis tu dis c'est ton Dieu. Moi, je m'en fous de ce que le petit idiot de blanc peut dire ce qu'il veut. Je m'en fous du petit arabe qui peut raconter sa vie de merde comme il veut. Je regardais tout à l'heure ça, c'est en Russie. J'étais tellement émerveillé de voir comment les Russes musulmans comment ils arrivent à rompre le jeûne en Russie. Ça m'a tellement marqué, je suis resté admiratif. Mais c'est en Russie. Alors, est-ce qu'ils perdent leur temps à parler de ceci ou de cela? Quand vous ne comprenez pas la profondeur de la parole de Dieu, faites beaucoup attention, parce que quand vous allez rentrer dans votre tombe, le philosophe dit, et si vous croyez, et si vous pratiquez, au cas où il n'aurait pas, s'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce que vous avez en peine dans votre tombe? Rien. Mais si réellement il est là, alors là vous aurez de sérieux problèmes dans votre tombe. Je vous invite à réfléchir comme ça. Ne vous limitez pas à vouloir vous pervertir la moralité, la pudeur, et vivre dans l'indécence au motif que le blanc nous a imposé un truc ou l'arabe nous a imposé un truc. Petit bâtard, réfléchis bien. Dans ta tombe, s'il n'y a pas celui que tu dis qu'il n'est pas, alors tu n'as aucun problème. Mais s'il est là-bas, alors que ce que tu fais là, prie Dieu que nous ayons tort. Et prie Dieu que tu aies raison. Mais nous, on sait que tu auras tort parce qu'il y a tellement de signes qui nous montrent l'évidence de ce que Dieu est, pas qu'il existe. Non. Ce qui existe a un commencement et une fin. L'évidence de ce qui est n'a ni commencement ni fin. Sois certain que ce que tu fais, ce que tu pries là, tes bois là, ton marigot, ton poisson, ton hippopotame là, j'espère que l'hippopotame peut donner naissance. Et depuis quand l'hippopotame a donné naissance à un être humain? Depuis qu'un poisson a donné naissance à un être humain? Mais le poisson même c'est cherche. Parce que si un filet le prend là, il sera dans la sauce de quelqu'un demain matin, et c'est ça que toi tu vas adorer, idiot, et puis tu dis que c'est le blanc qui nous a imposé. Encore c'est le blanc. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Alors, il y a un petit idiot qui écrit la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est ton problème, mon ami. Et moi, je t'ai dit, je m'en fous de ce que tu crois. Ça, c'est toi que ça regarde. Que tu l'appelles le Christ, que tu l'appelles ce que tu veux, c'est ton problème. Ça me regarde pas. Alors donc, on va parler. Beaucoup ont vu que j'ai mis la photo du guide suprême de l'Iran. Comment un pays, le partenaire stratégique de l'AES, un de nos partenaires stratégiques, bien entendu, nous en avons la Russie, la Chine, l'Iran. La Turquie n'est pas aussi stratégique pour nous, mais la Turquie essaie d'être stratégique pour nous. Dans la mesure où, quand la Turquie s'est rapprochée de nous, tout de suite, Israël a commencé à qualifier la Turquie d'État terroriste. Ça pose un sérieux problème. Alors, l'Iran, on a entendu tellement de choses de l'Iran. Vous avez vu les plateaux animés en France. Les attaques. Demain, Trump va frapper. Demain, Trump va faire ceci. Trump va faire cela. Mais jusqu'à présent, l'Iran est assis popo-dipo et puis attend Trump. Et comment l'Iran a gagné la première manche de la guerre sans commencer la guerre? Ça, ce n'est pas les Iraniens. Ce sont les Américains eux-mêmes qui sortent et disent qu'ils ne comprennent rien. Ils ont essayé une guerre psychologique par le déploiement massif d'à peu près 300 avions de guerre, 2 bateaux de guerre, les autres frégates, les missiles, tout. Et l'Iran est serré, imperturbable, et puis assis, fait c'est comme il n'y a rien. Et c'est là que les gens disent, oh, Trump est, il paraît que Donald Trump a l'insomnie. Vous allez écouter. Bon, tout en anglais, mais je vais m'efforcer de faire la traduction en français pour vous. Et Donald Trump a l'insomnie.
Il dit qu'il n'a jamais vu ça de toute sa vie. Et l'Amérique n'a jamais vécu ça. Les autres cherchent à négocier et l'Iran reste sur ses positions, sans bouger. L'Iran a le même partenaire, sinon les mêmes partenaires stratégiques que nous. Deux, en l'occurrence, la Russie et la Chine. Mais on va écouter ce que Alassane Ouattara dit, ou a dit de la Russie, qui est pour nous un partenaire stratégique. Alassane Ouattara nous a bien insultés. Alors on a réfléchi. Et Tchorba, qu'est-ce qu'on t'a fait? Attends, on va venir ici. Ça nous permet de... Je vais gagner un temps. Hein? Je vais gagner un temps pour vous. Ce qui est intéressant, donne-moi un seconde. Et alors... Alors, voilà ce qu'Alassane Ouattara dit de la Russie. Oui. Comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content. C'est quelques jours ici. D'accord, on a... 200. On va écouter ce que Ouattara dit. Hein? On va écouter, non? Ouattara, faut parler, on t'écoute. Oui. Alors, on va écouter. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. Ça, c'est Ouattara qui parle, hein? D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Ouais, écoutez. Écoutez bien. Malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui. la situation reste Je vous laisse regarder. difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, Oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. On va aller mollo. Alright? Le gars, lui là, on dit c'est un docteur en économie. Lui là, l'ancien premier ministre du Mali, on dit le docteur en économie. Et son complice, on dit lui aussi le docteur en économie. Le FMI a sorti un rapport tout récemment sur la situation des pays africains. Et le FMI, la Banque mondiale, les grandes institutions financières félicitent sans exception le Mali, le Burkina et le Niger et interpellent les autorités ivoiriennes, puisque la Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain le plus endetté auprès du FMI après l'Égypte. L'Égypte, c'est beaucoup mieux parce que l'Égypte dépasse déjà, je crois, la centaine de millions, si je m'abuse. Il y a des industries, donc le système de, si vous voulez, je m'inquiète pas trop pour l'Égypte parce qu'ils ont ce qu'il faut pour payer leur dette. Mais la Côte d'Ivoire n'a même pas ce qu'on appelle le secteur tertiaire parce que il nous parle de PIB, alors que le PIB, quand vous le calculez, vous regardez le système, il faut que vous soyez dans ce qu'on appelle un système tertiaire, alors que la Côte d'Ivoire n'est même pas dans le secondaire. La Côte d'Ivoire est, c'est-à-dire, elle n'arrive même pas à produire au moins la moitié de ce qu'elle n'arrive pas à transformer autant pour moi, la moitié de ce qu'elle produit. C'est quand vous rentrez dans les services que vous êtes que vous êtes au niveau tertiaire et là on commence à regarder votre capacité et on dit que vous êtes soit émergent, soit développé. Enfin, ça c'est eux qui ont décidé ça, hein, c'est pas bon. Alors, voilà les deux qui se disent qu'ils ont doctorat en économie. Deux anciens premiers ministres, un aujourd'hui qui est le plus grand marmailleur de l'histoire des constitutions africaines, Alassane Ouattara, et l'autre qui a vendu, tué et détruit notre pays. Il a fui, on ne sait plus dans quelle partie du monde il se trouve. Bon, vous cessez. Vous allez les écouter parler du Mali. Le même Mali qu'il prédisait l'a fait. Alors, Ivoirien, vous voyez, c'est ça, on n'est pas votre camarade. Moi, je pense souvent que quand vous voulez vous attaquer à quelqu'un, connaissez au moins le passé de la personne. Vous voulez vous attaquer à l'AES, I'm so glad you can do so. Mais attention, qu'est-ce que nous, on vous réserve? On n'a pas pris fusil. On n'a pas insulté. Nos ministres travaillent. Le général Abdoulaye Maïga n'est pas économiste.
L'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga n'était pas économiste. Assimi Goïta n'est pas économiste. Capitaine Ibrahim n'est pas économiste. Le premier ministre, j'oublie le nom, l'ancien, il était au Burkina, n'était pas économiste. Celui qui est là n'est pas économiste. Au Niger, Lamine Zen est le seul qui est économiste et d'ailleurs qui travaillait quelque part de. Mais Thierry n'est pas économiste. Mais regardez la performance de nos États. Est-ce que c'est le diplôme qui fait ou c'est la probité, la détermination, la volonté? Qu'est-ce qui permet à un homme d'exceller? Est-ce le diplôme ou est-ce ce que vous avez à vous en tant qu'être humain pour vous projeter? Allez-y réfléchir à ça. Les deux, ils ont des diplômes, selon eux. Boubou, je ne le connais pas trop, même si je peux douter de son diplôme. Mais Alassane Ouattara, je l'ai déjà dit, moi je peux mettre ma main sur le Coran et jurer qu'Alassane Ouattara n'a jamais eu le piège qu'il a acheté. Jamais. La preuve, la voilà. Écoutez. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre. Écoutez, c'est les économistes qui parlent là. Écoutez-les. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais moi j'essaye de gérer ça. Faire voir qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Oh! Ils font comme si ça va. On voit vraiment qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Hé, Alassane Ouattara, merci. Ignamogo Fali, quand je vais finir avec toi là, ton kojo, tu ne seras pas au saï. J'arrive à Alassane Ouattara, je ne suis pas pressé. Quand j'ai fini avec toi là, tu ne seras pas au surtout ton kojo. Donne-moi une seconde, je vais rapidement ici. Permettez-moi un travail rapidement que je vais faire. On va revenir. Je vais vous laisser continuer à écouter Alassane Ouattara. Ceux qui vont un pays, 40% sont budgets financés par l'extérieur. Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même payer le salaire. C'est bon, là, c'est vrai, 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Écoutez bien, écoutez bien. Non. Ouattara, pardon. Une dizaine de jours. Oui. Ouattara, attends, moi j'aime la vérité. Ouattara, pardon. Il faut parler encore, va écouter. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais moi, j'essaye de gérer ça. Faire voir qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Écoutez bien. Vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Premier élément. Ceux qui vont un pays, 40% sont budgets financés par l'extérieur. Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même payer le salaire. C'est bon, là, c'est vrai, il y a 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre, il y a une dizaine de jours, où il menaçait carrément les banques commerciales. Bobo, faut pas être pressé ça. Alassane Ouattara, on t'écoute encore. Faut pas. Économiquement, les prix ont flambé. Et puis les denrées alimentaires, c'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Merci. Mais moi, j'essaye de gérer ça. Faire voir qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économie. Ils n'ont pas d'économie. Ceux qui vont un pays, 40% sont budgets financés par l'extérieur. Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même payer le salaire. Il y a 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre, il y a... Ivoiriens,
Ivoirienne, mes chers parents du Côte d'Ivoire, vous venez d'entendre, vous venez d'écouter votre premier ministre. On voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Ça, c'est la première chose. 1000 milliards d'emprunts, ils n'ont plus droit à ça. Leur budget est financé par l'extérieur. Ivoiriens, voilà la réalité que vous vivez, que nous avons dit non. Une réalité, nous avons dit non. Ils sont économistes. Mais aujourd'hui, le Mali, pourquoi le FMI vient frapper à notre porte? Pourquoi la Banque mondiale vient frapper à notre porte? Pourquoi le FMI s'empresse à sortir les pays les plus endettés de l'Afrique? Le FMI commence à réfléchir et se pose des questions. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra payer sa dette? Et non. La dette, le Fonds monétaire ne parle que de ce que lui connaît. Mais ce qui a été pris sur les marchés de l'UMOA, les eurobonds, je suis tombé encore sur un autre article du Sénégal. Emmanuel Macron envoie un émissaire dire à Ousmane Sonko et au président Diomaye, vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour payer ce que vous nous devez. Dette qu'ils n'ont pas pris, dette de Macky Sall. Le même Macky Sall qu'on présentait comme le meilleur président du Sénégal. L'émissaire est arrivé, j'ai lu le document, au Sénégal. Et on dit au Sénégal de payer. Ce n'est pas tout. Le Sénégal doit payer ce mois de février et mars. Le Sénégal doit payer à peu près de 700 milliards de francs. Allez dire à mes frères sénégalais de venir s'asseoir. Donc après tabouret s'asseoir, je suis en train de leur donner des cours ici. Eux qui insultent Ousmane Sonko, eux qui attaquent Sonko, ils ne savent pas ce que Macky Sall a fait. Le même Macky Sall qui veut être aujourd'hui secrétaire général des Nations Unies. C'est Alassane Ouattara. Je dis aux Ivoiriens, le jour que vous allez faire un audit véritable, quand on va vous dire combien la Côte d'Ivoire doit, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber à 5 hommes. Beaucoup vont faire des crises cardiaques. Le Sénégal doit payer 700 milliards en un mois. Dites-moi, comment le Sénégal va faire ça? Payer ses fonctionnaires, payer la dette intérieure. Tout ça, c'est le travail de qui? C'est Macky Sall. On vend le rêve utopique aux Africains. On nous fait croire que la démocratie est une bonne chose. Mais la même démocratie aurait dû exiger du Maroc. Si un mandat d'arrêt est lancé contre Macky Sall, la démocratie exigerait du Maroc de rendre Macky Sall au Sénégal pour être jugé. Pour qu'il explique le trou qu'il a créé avant de partir. Vous savez, bernez-vous d'illusions, c'est votre droit le plus absolu. Mentez-vous, c'est votre droit le plus absolu. Mais croire que nous sommes en erreur, c'est un péché auquel vous n'allez jamais être capable de répondre devant l'Éternel. Nous sommes la fierté de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique regarde l'AES. Ne vous en faites pas. On a notre banque, je vous l'ai dit la dernière fois. Capital initial. Jamais en Afrique on a vu ça. Pourquoi la France veut absolument nous déstabiliser à travers le terrorisme? Si cette banque réussit, ça veut dire que la BAD, la Banque africaine de développement, devient zéro. Ça veut dire que le FMI en Afrique devient zéro. La Banque mondiale en Afrique devient zéro. Si des pays africains sont capables de mobiliser 500 milliards, 3 pays, créer leur propre banque, l'intégrer dans le système et dans le circuit international, attention, notre banque ne sera pas soumise au système SWIFT et le dollar, parce qu'on sait que c'est un mécanisme qu'ils ont mis en place pour maintenir les pays en captivité. Donc cette banque, beaucoup se demandent comment nous allons travailler avec cette banque. Dormez tranquille, la banque est déjà connectée à la banque des BRICS. C'est avec le système de paiement des BRICS qui est déjà mis en place. Ça veut dire que nous allons travailler. Et il y a une autre nouvelle qui est en train de tuer les États-Unis. Le Canada et le Brésil viennent de signer
un petit contrat de près de, à peu près, je crois, 400 millions de dollars. Un centime ne passe pas par le système SWIFT des Américains. C'est-à-dire que le Brésil règle avec le dollar canadien, le Canada règle avec l'argent brésilien. Et l'Amérique ne voit rien dedans. Tout passe dans le dos de l'Amérique. Quand vous avez la grande gueule, vous parlez trop, vous menacez, les gens se préparent. L'évolution du monde est basée sur quoi? Parce que le monde a rencontré tellement de défis. Ce sont les défis qui s'opposent à l'homme, qui amènent l'homme à s'inventer et à se recréer. Dieu a dit, je vous ai créé à mon image. En d'autres termes, sur la terre des hommes, à l'exception de ce qu'on appelle l'infini, l'éternité, la spiritualité à un certain niveau, tout ce qui est matériel, Dieu dit, tout ce qui est matériel, j'ai mis ça à votre disposition, vous devez dominer ça. Mais comme en Afrique, nous on a passé le temps à être émotifs, à courir après les grosses femmes, les belles femmes, les jolies femmes, le petit blanc a pris le temps d'explorer, mettre en place des mécanismes de voyage, des systèmes de transactions, pendant que nous on courait encore après les chimères et cherchait à comprendre le monde. Ce qui nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Alors, il faut toujours... Donc, quand ces deux acolytes, ces deux espions de la France-Afrique, ces deux larbins qui travaillent pour un système décadent, Ouattara va aller plus loin et dire ceci. Une dizaine de jours, Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Mais boum. Donc, Écoutez il bien. met un peu de pression sur les banques ou l'actionnariat malien. Depuis que je suis né, c'est vrai, il y a des enfants indignes, il y a des enfants maudits. Mais un homme comme Boubou, cet homme-là, je crois que la prison à vie doit attendre ce gars au Mali. Tu sors, tu peux ne pas être d'accord avec la manière dont le pouvoir a été pris. Mais quand tu sors, et puis tu vas vendre ton... Ça, c'est la haute trahison. Bouboula, ça c'est la haute trahison. Il sait très bien. Il sait, il se cache. Jusqu'à sa mort, il ne peut plus. Ses beaux-parents, ce sont des Nigériens. Je crois que sa femme vient du Niger. Je crois que les femmes jolies du Niger, là, je crois qu'il a pris une dedans. C'est pas mauvais. Il ne peut plus même pied au Niger. On ne peut pas trahir son pays. On ne peut pas trahir sa patrie jusqu'à ce point. Cet homme est un traître. Il a trahi le Mali. C'est un acte de trahison. Ce qu'il fait là, c'est un acte de trahison. C'est pas n'importe qui parle, c'est quelqu'un qui a servi en tant que Premier ministre. Le devoir de réserve, il l'a pas fait. Soro Guillaume n'a pas fait ça avec Alassane Ouattara. Vous voyez, Ivoirien, Alassane Ouattara, ça n'a pas encore commencé. Soro Guillaume s'est donné, tout en respectant ce que la Constitution, le devoir de réserve. Il ne parle que de ce qui le concerne en lui directement. Mais il n'a jamais fait ce que Boubou est en train de faire avec Alassane Ouattara. Soro Guillaume n'a jamais fait ça. Jamais. Alors, vous voyez le président que vous avez ivoirien, il est prêt à mettre sa gueule pourrie avec son nez tordu, son œil qui descend sur ses deux fesses là. Il a sa gueule, ce motif de président là. Il a même ce digne fils du Mali, ce traite de Boubou Cissé à tenir des propos. Ce que lui, il peut jamais tolérer en Côte d'Ivoire. Ce qu'il veut faire de Soro Guillaume là, est-ce que Assimi Goïta a fait ça de Boubou Cissé? Posez-vous les questions. Est-ce que Assimi Goïta a envoyé des gens pour essayer de liquider Boubou Cissé? Non. Mais Alassane Ouattara a envoyé des gens pour tuer Soro Guillaume. Vous avez vu Soro Guillaume la première fois il allait rendre visite au président Tchadi. Est-ce que c'est le même Soro que vous avez connu? Mais c'est le même président qui est là, c'est le même Alassane Ouattara qui est là. J'ai dit Ouattara, j'ai juré une seule chose et j'ai demandé à Dieu de me donner la baraka. Je vais te combattre jusqu'à ta petite fin de vie minable de voleur et de criminel.
je vais te détruire Alassane Ouattara. C'est la mission que je me suis confiée. Ça fait honte quand vous entendez ça. J'ai pas fini, je plante le décor. Ça fait honte. Et bon, si tu devrais avoir honte et puis demander pardon au peuple malien pour ta trahison. On peut pas faire ça à Alassane Ouattara. Il n'a-t-il pas mis Alain Lobogno en prison? N'a-t-il pas mis la pression sur combien de collaborateurs de Soro Guillaume qui étaient détenus arbitrairement parce qu'ils sont avec Soro Guillaume? Mais voilà, il se donne à cœur joie avec un traite de fils du Mali. Et vous croyez que Dieu va donner la baraka à Ouattara pour réussir? C'est ça, c'est là que je vous dis, réveillez-vous, ça n'arrivera pas. Dieu ne permettra pas ça. Parce que Dieu connaît Ouattara mieux que vous. Et Dieu ne permettra jamais à ce criminel de Ouattara d'avoir raison sur l'AES. À cause de ça seulement, ça suffit. À cause de cet entretien téléphonique avec Boubou Sissi, ça suffit. Ouattara, tu n'arriveras jamais à combattre l'AES. Mieux vaut que tu te reposes et puis tu meurs d'une mort simple que de mourir avec le chagrin d'avoir échoué à accomplir quelque chose que tu voulais. Mais comment Dieu va te donner l'AES à Alassane Ouattara? Nous, on veut voir ça. Comment Dieu va te donner l'AES à Alassane Ouattara? Il faut nous expliquer. Comment Dieu va faire ça? Écoutez ce qu'il va dire, et puis on avance. Plus important, quoi. Oui. Sur la BMS. Ensemble de solidarité et Voilà, puis, exactement. et puis la banque de développement. Voilà. Donc, bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que ça aller. Écoutez bien. Ils sont idiots, la Russie est la 11e puissance. C'est là que je veux en venir. C'est ici que je veux en venir. Donc, il y a un certain... Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Hein? Ok. Écoutez maintenant. Il y a des gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, écoutez bien. Écoutez. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'entend pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui... Merci Alassane Ouattara. La Russie, c'est 11e puissance. C'est pas la Corée, c'est pas le Canada. Ouattara, on a très bien compris. Ça, on a très bien compris. Mais alors, attendez, je viens ici. C'est quelqu'un qui allait aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un qui prétend connaître la politique. La politique, il y a plusieurs facettes de la politique. Il y a plusieurs leviers de la politique. Quand vous mélangez tout, vous vous perdez. Quand vous confondez tout, vous vous mentez à vous-même. Aujourd'hui, l'Union européenne, avec l'OTAN et certains alliés de l'OTAN, sans oublier les Américains, tous contre cette soi-disant 11e puissance économique mondiale, ils ont échoué. C'est pas l'OTAN, c'est toute l'Europe. L'OTAN et bien d'autres pays qui ne sont même pas membres de l'OTAN, mais qui se sont associés aux décisions de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a demandé à beaucoup de pays de prendre des sanctions contre la Russie. Alassane Ouattara, tu vois, quand je dis tu n'as pas pied, je dis tu as acheté, tu te fâches. Des gens-là se fâchent avec moi. Voilà la preuve qui est là. Parce que si vous avez fait les études à un certain niveau, votre réflexion vous amène, même si vous savez que ceux-là ils sont dans la vérité et que vous avez choisi votre camp, vous avez une façon très diplomatique de
cachez un peu cette vérité que vous savez qui est inévitable. Vous n'êtes pas capable, Alassane Ouattara, de prouver que ce que vous avez étudié, expliquez-nous, on dit, ah, c'est la guerre, mais attention, qui finance la guerre? Le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Si la Russie n'a pas l'argent, comment elle va financer sa guerre? Mais la Russie nous a enseigné quelque chose que nous sommes en train d'appliquer. Et l'Iran l'a très bien compris. Nos ressources naturelles nous appartiennent. Toi, Alassane Ouattara, tu prétends avoir un PhD et la Côte d'Ivoire n'a que 8% sur l'or extrait en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, tu es un voleur, tu es un assassin, tu es un criminel. Et les Ivoiriens sont assis comme des idiots et voir quelqu'un en train de piller et voler leur or, leur sous-sol. Quel contrat énergétique Ouattara a-t-il signé? 10%. Est-ce que c'est 10% qui a fait développer l'Arabie Saoudite? Non. Est-ce que c'est 10% qui a fait développer le Koweït? Non. Est-ce que c'est 10% qui a fait développer le Qatar? Non. Est-ce que c'est 10% qui habite Dubaï ou est Dubaï aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est 10%? 10%. Mais pourquoi lui qui a étudié l'économie ne peut pas comprendre? Et il est encore dans le système de 10%. C'est lui qui va nous dire qu'il connaît la politique bien que nous, l'économie bien que nous. Je vous laisse aller réfléchir. Nos présidents n'ont pas 10%. Non. Le minimum, c'est 35% et nous avons une prise de participation dans l'entreprise. C'est énorme et c'est beaucoup. Il a fallu que des militaires arrivent pour dire que l'uranium du Niger ne sera plus vendu à un vil prix. D'ailleurs, je voudrais remercier un ami qui m'a envoyé quelque chose que je vais partager avec vous. Nous sommes toujours en Iran. L'Iran n'a pas tiré un seul coup de fusil et l'Iran a humilié Donald Trump. J'arrive, j'ai pas fini. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Je voudrais remercier mon ami. Et puis, rapidement, je vais revenir ici parce que pour moi, c'est important. Donne-moi une seconde. Je vais voir s'il est ici. Donne-moi une seconde. Je vais voir... Alors, j'arrive. Je vais voir ça. Permettez-moi une seconde. Rapidement, je reviens. Bachili, tu vois où là? Mais Bachili, attends, j'arrive. Il m'a envoyé quelque chose que je vais vous faire écouter. Et j'espère que vous allez... Voilà, j'espère que vous allez apprécier ça, d'accord? Pour moi, c'est important. C'est important. Écoutons et puis on n'a qu'à voir ce que c'est. Alors, allons-y. On écoute. On va écouter, hein. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas chez ces gens-là. Pourquoi ils me fatiguent comme ça? Dans ma seconde, je vais enlever ça ici. Alors, je vais me connecter sur ça. Dans mes secondes, je vais vous faire écouter ça. Power on. Ok, merci. Welcome to Oraimo Audio. Ok. Pairing. Connected. Ok. Dans mes secondes, je vais utiliser celui-là. On va écouter. C'est un ami qui m'a envoyé quelque chose, mon ami Mohamed Batili, il m'a envoyé quelque chose sur le Niger. Il y a une situation que les Français sont en train de... Les Français se plaignent. Je crois que certains sont sur le point. Je ne sais pas s'ils vont saisir leur... Comment vous dites ça? S'ils vont saisir... je sais pas, l'Assemblée nationale ou je sais pas quelle institution. I don't know. Permettez-moi de revenir. Je crois que le truc doit être ici. Voilà, il est là. Bon, on va écouter. Ok, on va écouter. Présence militaire française qui vise On va revenir en arrière. Ok. l'armée française au Bénin. Alors, hier dans la nuit, il y a eu des mouvements aériens inhabituels. Il y a 2 gros porteurs de l'armée française qui ont atterri au centre du Bénin, l'aéroport de Tourou, à 15 km de Parakou, qui est la grande ville du centre du Bénin. Normalement, c'est un aéroport international, mais il est fermé au public, aux vols commerciaux, et il y a la présence de militaires. Je vous avais révélé que des soldats des forces spéciales françaises étaient stationnés, et d'autres médias ont dû commenter la présence de forces spéciales américaines. Ces 2 gros porteurs de l'armée française ont transité par Abidjan, là où il y a aussi des forces spéciales françaises qui sont stationnées, mais ils sont surtout partis de Pau, dans le sud de la France, près des Pyrénées, là où est présent le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales françaises. Alors, on peut se demander si c'est pas le début de nouvelles grandes manœuvres de l'armée française au Bénin et dans toute la sous-région, le tout.
Vous voyez, quand c'est un Français, c'est un Français. D'accord, regardez, c'est un Français. C'est pas le général Tiani qui parle, c'est un Français, un journaliste français. Nous sommes des poutistes. On n'a pas d'économisme. On ne connaît rien. Mais pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles alors? Ou bien, pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles? Continuez. S'inscrivant dans un contexte de forte tension régionale, notamment entre la France et les pays de l'AES, entre la France et le Niger, Emmanuel Macron s'est récemment rapproché de Mamad Déby, président tchadien, et le Tchad et la France ensemble soutiennent discrètement les rébellions nigériennes non djihadistes de manière à inquiéter. Donc, Nous avons inquiété le régime. le Tchad, la visite du président tchadien à l'Élysée, personnellement, j'ai jugé, en ce qui me concerne, que je n'en ai pas besoin. J'ai jugé, personnellement, que je ne veux pas en parler. Mais aujourd'hui, beaucoup de voix se lèvent pour dire que Tibi Kaka, on ne sait pas trop ce rapprochement-là, à quoi ça va aboutir. Mais je voudrais demander à tous ceux qui ont foi en Dieu, je voudrais dire à tous ceux qui croient que sur la terre de nos ancêtres, et Dieu est témoin, nous n'avons peur de personne. Le Tchad peut s'allier à la France. Le Tchad va payer le prix. Tous ceux qui vont s'attaquer à nous d'une certaine manière. Pour ceux qui ne croient pas à Dieu, c'est pas votre problème, ça vous regarde pas, fermez vos oreilles, déconnectez-vous, c'est votre problème. Nous savons que Dieu a une façon de répondre et de recadrer. Dieu va gérer. Le Tchad ne finira pas de compter ses morts quand Dieu va orienter les terroristes vers le Tchad. Cette soi-disant collaboration entre la France et les États-Unis. Rappelez-vous, celui qui avait dénoncé l'accord de la CEDEAO avec l'OTAN. C'est bon. Avant que n'importe quel journaliste ne mette sa bouche dedans, je fus le premier à dénoncer l'accord de l'OTAN et de la CEDEAO. Ça, c'était bien avant qu'on ne quitte la CEDEAO. Et ensuite, vous avez vu, il y a eu la récupération et l'OTAN s'est fait discrète. Elle s'est cachée pour aller signer un autre accord avec qui? Avec le G5 Sahel. Et le G5 Sahel est mort de sa belle mort. Donc, théoriquement, l'OTAN, déployer l'OTAN au Nigeria, nous on s'en fout. En Côte d'Ivoire, on s'en fout. Au Bénin, on s'en fout. Mais ils ne mettront pas les pieds chez nous. Cette situation doit interpeller les uns et les autres. Vous voyez? Quand la guerre en Ukraine a éclaté, oh, Clem Siao, que d'accord. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, qu'est-ce que l'Union européenne a fait? La première action de l'Union européenne, c'était de fermer l'espace aérien, terrestre, tout, déconnexion, tout avec qui? Avec la Russie. Et obliger tous les pays de l'Union européenne. Retourner tout le monde contre Moscou. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est bête. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On paye les gens. On manipule des gens. Toute l'Afrique devait se donner la main pour nous soutenir. Mais un bâtard s'assoit dans son pays, appelé PD de président, avec son derrière pourri, il y a mon côté de bâtard Macron, il s'assoit chez lui là-bas, et puis il prend son sale téléphone et sa sale gueule, il parle à des gens, et ceux-là nous disent, et avec ce vieillard fou, déréglé, malade, Ouattara, je vais envoyer un contingent, il y a beaucoup fallu, il faut envoyer un contingent, on t'attend au tournant. Vous voyez?
L'Europe, malgré que l'Ukraine a attaqué, qu'est-ce qu'elle a fait? Soutien financier, soutien militaire. Et un front commun face à la Russie. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il faut? La division. Et vous avez des idiots, des drogués présidents comme Tinibou qui coupent le courant et les enfants meurent. Toutes les personnes qui étaient sur les tables d'opération au Niger, elles sont toutes mortes. Les enfants qui étaient dans les couveuses, les enfants prématurés, ils sont tous morts au Niger. Et le bâtard du président ivoirien, ce n'est pas nous, c'est Tiani Inyamoko Fali. Tu as fait la rébellion de 3000 morts. Tu as présenté tes excuses? Tu as fait une rébellion. Tu as pris le pouvoir après 3000 morts. Ah bon? C'est pourquoi nous, dans notre conviction, nous avons cette certitude que Ouattara va payer tôt ou tard. Ouattara va payer tous les crimes qu'il a commis en Afrique de l'Ouest. Il va payer. D'une manière ou d'une autre, il va payer. Alors, maintenant, je commence mon direct. Abonnez-vous et partagez. C'est maintenant que mon direct commence. Quoi? Après 1 heure de temps, oui, ça c'est Keita. C'est maintenant que mon direct commence. Alors, je vais vous ramener ici. Republic. That is not a negotiating posture. Okay, je vais pas aller jusqu'au bout, mais juste un peu. On va commencer. The most dangerous thing that happened this weekend had nothing to do with missiles, carriers, or bombs. It happened in a Fox News studio when a man sitting across from the president's daughter-in-law accidentally revealed the deepest intelligence failure America has suffered since it misread Iraq in 2003. Speaking to Fox News, Steve Witkoff said that Trump was curious about Iran's position. I don't want to use the word frustrated, because he understands he's got plenty of alternatives. But he's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they have. Quand Donald Trump a déployé, j'ai compris, surtout, j'ai compris. Alors, vous voyez, aux États-Unis, quand Trump a appelé ses chefs et ses conseillers militaires, c'était pour lui faire une proposition. Et je vais revenir comme je fais le direct tu prends le numéro après. Donc, ils ont fait des propositions. Mais la proposition qui a été faite à Donald Trump, il y avait un risque dedans. La proposition que le conseiller militaire du Pentagone et du ministre de la guerre, parce qu'il a changé, ce n'est plus le secrétaire de la défense, c'est devenu le secrétaire de la guerre. C'est-à-dire, chez eux là-bas, les ministres, on les appelle les secrétaires, d'accord? Donc, le ministre de la guerre et ses conseillers, Trump a demandé le plan le plus robuste. Mais le plan avait un défaut. Le plan avait un problème. Le plan avait des failles. Ils ont dit à Trump, le plan qu'on te propose, il y a un sérieux problème avec. Le plan, c'est pour envoyer le maximum de pression psychologique sur les dirigeants iraniens pour les obliger à venir à la table de la négociation. Mais si la pression psychologique ne marche pas et que tu veux aller à l'affrontement, on sera perdant. Il dit pourquoi? Parce que un seul missile hypersonique iranien qui va faire couler un porte-avions de 20 milliards de dollars, Trump, c'est fini pour toi politiquement. Ta destitution, les gens vont l'exiger. Donc Trump, bête qu'il est, il accepte le deal et il met le maximum de pression. C'est pourquoi vous avez vu, pendant qu'il parle de négociation, il dit « everything is on the table ». Assis là, avec tous, avec options, blablabla, blablabla. Il envoie deuxième porte, le plus gros, il envoie. Celui, je crois, lui, il fait à peu près 40 milliards de dollars, il est plus chose que Gerald Ford. Il y a Abraham Lincoln et puis Gerald Ford, je crois. C'est Abraham Lincoln qui l'envoie le premier après Gerald Ford. Donc, Trump, il joue la pression psychologique. Mais de la même manière que la succession au sommet de l'État est assurée aux États-Unis, c'est la même chose en Iran. En Iran, la succession se fait, c'est-à-dire jusqu'à la 10e génération, à moins qu'il y ait un cataclysme
Dans le monde, c'est autre chose. Mais le pouvoir iranien est fait de sorte que la succession se pérennise. Vous voyez? Et le monsieur dit, nous sommes croyants. Et nous serons heureux de mourir à martyr parce que nous serons justifiés devant Dieu. Si c'est vous qui voulez nous tuer là, on est prêt à mourir de vos mains. Et c'est là que les Américains se posent la question. On dit, mais, monsieur le président, le plan avait pour objectif, ça peut marcher à d'autres pays, mais ceux-là, dès sa naissance, déjà, ils se disent, je suis un martyr. Parce qu'ils se disent, leur cause est juste. Et peu importe les gens qui attaquent l'Iran, c'est-à-dire, de la même manière, vous avez vu Bouboul, il y a des Iraniens qui sont comme ça. Aux États-Unis, il y en a qui vivent aux États-Unis, il y en a qui vivent en Europe, et qui se livrent à ça. Mais le peuple iranien peut se révolter contre le gouvernement, parce que la vie est chère. Mais le peuple iranien va jamais abandonner son gouvernement. Ils savent que leur fierté, là, c'est ça qui est là. Ils peuvent protester en interne. Et d'ailleurs, cette protestation, quand vous fouillez, vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y avait la manipulation. Ils ont arrêté à peu près 3000 personnes. Sur les 3000 personnes, 90% sont des agents du Mossad et de la CIA. Des Iraniens aussi ont été recrutés et par la CIA et par le Mossad. Alors, il n'a pas tiré un seul coup de fusil. Il n'a pas lancé un seul missile. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est la télévision même de la propagande des républicains, Fox News. C'est là-bas que l'envoyé spécial de Trump, que vous connaissez, Steve Witkoff, quelque chose comme ça, il dit, le président est étonné. Il croyait que l'Iran allait plier. Maintenant que l'Iran ne plie pas et l'Iran est prêt à aller à une confrontation, le président se trouve face à un dilemme. Ce n'est pas tout. La dernière fois, je vous parlais. Maintenant, pendant que les conseillers militaires lui proposaient la pression psychologique, les conseillers économiques lui disent, trouve un moyen, mais n'engage jamais cette guerre. Tu engages cette guerre, c'est pas bon. L'Amérique va aller en récession. Et ce sera pire. Ce sera pire que ce qu'on a connu avec Barack Obama. Ce sera pire que ce que ils ont dit, ils ont été clairs. On ne peut pas aller à cette guerre. On n'est pas prêt pour cette guerre. Et l'Iran a préparé cette guerre depuis 47 ans. C'est maintenant que les Américains ont ce qu'on appelle l'intelligence, c'est-à-dire les renseignements. Et on dit, parce que le même comédie qui est là, il a fait la prison au temps du Shah d'Iran. C'est lui qui a mené la révolution face à l'Irak. Il a fait la prison, et ça fait, il a 89 ou 87 ans. Donc, plus de 40 ans, il a préparé cette guerre. Et c'est maintenant que les Américains se rendent compte que le monsieur là, la photo que vous voyez sur YouTube là, ça fait 40 ans qu'il préparait cette guerre. Parce que cette guerre va sceller le sort pour toujours et à jamais d'Israël. Parce que cette guerre, ce n'est pas parce que l'Iran a un problème avec les États-Unis. C'est parce que Israël a un problème. Israël veut affaiblir tous les pays du Moyen-Orient. Haven't capitulated. Why? Under this sort of pressure, with the amount of sea power and naval power that we have over there, why haven't they come to us and said, we profess... Ici, il dit, quand l'envoyé de Trump était sur Fox News, on lui a posé la question, il dit, le président est étonné. On a fait exprès pour envoyer cette quantité massive d'armes c'était la dissuasion qu'il voulait pour obliger l'Iran. Mais ils se sont rendus compte que, au lieu de cela, que s'est-il passé? Donc, Alassane Ouattara, pardon, à cause de Dieu. Ouattara, tu es vraiment l'homme enceinte, tu es là. À cause de Dieu, venez vous asseoir, je vais vous donner un petit. Tenez vraiment, tu es où? Faut venir t'asseoir. Où est ton papa? Faut appeler ton papa, venez vous asseoir. C'est la Russie. Je mets la Russie d'abord en stand-by, parenthèse, je vais en Chine. La Chine dit, nous avons investi des milliards et des milliards en Iran. Et l'Iran, 90% de l'exportation des ressources énergétiques de l'Iran, c'est la Chine qui achète.
Et la Chine n'est pas prête à regarder l'Amérique mettre en péril ses investissements. Et la Chine a dit non, on ne va pas accepter. On ne peut pas accepter. L'Iran était allé, c'est vrai, on a des investissements en Iran. Donc, que fait la Chine? Il y a des investissements, enfin, il y a du pétrole iranien que la Chine a reçu. Et le deal, c'était sur une certaine période, sur un certain nombre d'années. Chaque année, l'Iran aura besoin, par exemple, de tel ou tel radar, tel ou tel avion de combat, tel ou tel satellite. Donc, ils avaient planifié ça comme ça. Et cette guerre a tout chamboulé. Donc, tout ce qui devait être donné dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ou voire même dans 10 ans, si c'est disponible maintenant, la Chine, il faut tout envoyer. Envoyez tout ce que vous pouvez envoyer, y compris nos spécialistes sur le terrain. Et ils arrivent, avant même que cette logistique même de soit déployée sur le terrain, Xi Jinping a demandé, le renseignement chinois, qui a des milliers de satellites, qu'ils ont mis sous le couvert de satellites commerciaux. Alors ils ont commencé, vous avez vu, il y a des images qui ont commencé à être divulguées. Les positions des F-35, des systèmes de défense, des porte-avions, aussi bien en Jordanie que dans d'autres pays dans le Golfe. Donc, la Chine fait exprès et divulgue ces images et les Américains sont choqués. Et les Américains, d'abord, dans un premier temps, le Congrès dit à Trump, attention à ce que tu veux faire. Si c'est une frappe, 2 frappes, 3 frappes, il n'y a pas de choses, on est d'accord. Mais si c'est une campagne militaire, parce que c'est totalement différent. Frapper 1 ou 2, envoyer 2, 3 missiles ou 20 missiles en un coup, oui. Mais si vous voulez faire une campagne, ça veut dire quoi? Une campagne, ça veut dire que ça prend des mois, voire des années. Et l'Amérique n'a pas l'économie actuellement pour soutenir une guerre. Pourquoi? Quand l'Amérique était en guerre en Irak, c'est là que ça devient intéressant. Je vois 1 million de partages, je vous en prie, puis abonnez-vous. Je vous donne là, ou quelque part, les gens, ils vous donnent pas tout. Je vous donne tout parce que je ne sais pas faire la rétention. Pendant la guerre d'Irak, l'Amérique n'avait pas l'argent. Quand Bush, le fils, voulait laver la fraude du père avec le soutien d'Israël, il décide de lancer une opération avec le soutien aussi de l'Angleterre. À l'époque, la France a refusé. Donc, pour faire cette guerre, Bush, le fils, avait besoin d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Donc, ils ont émis les bons du trésor américain. Qui a acheté ces bons à cette époque-là? C'est la Chine. La Chine détient le plus grand nombre de bons du trésor américain que n'importe quel pays. La Chine, le Japon, la Corée. Donc, pendant que c'est les Chinois qui ont financé cette guerre des États-Unis face à l'Irak, l'Amérique n'avait pas les moyens. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que, je vais vous donner une technique sur l'Amérique pour avoir fait ce pays suffisamment longtemps. Et Dieu merci, j'étais dans un cercle beaucoup, le monde des finances, j'étais avec ces gens-là à Hollywood, je travaillais pour eux, je voyais la plupart de tous les milliardaires, chanteurs, artistes, acteurs, je voyais pratiquement tout le monde. L'Amérique, la première leçon que j'ai apprise par mon patron, il m'a dit que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Et ça veut tout dire. L'argent n'aime pas le bruit. Ça veut dire, là où il n'y a pas l'argent ne va pas là-bas. C'est pourquoi, regardez bien même chez nous en Afrique, les maisons où toujours il n'y a pas la bataille midi soir là, c'est les gens qui ont tous les problèmes du monde. Mais les maisons, mais c'est ça, c'est pas Keïta, allez-y dans les quartiers chics, non? Les quartiers où c'est joli, les gens sont, allez-y regardez, il n'y a pas là, mais quand les enfants la même chose, vous dites, toi t'as quitté où là, tu viens de où? L'argent n'aime pas le bruit. Et l'Africain qui a émotion aime le bruit. C'est pourquoi l'argent nous fuit souvent. Donc, conseil, arrêtez de faire des palabres inutiles chez vous à la maison. Ça va vous aller. Mais madame, tu as un gros cœur, un gros cœur, sinon ton mari là, il va continuer à prendre crédit jusqu'à sa mort, parce que à cause de toi, l'argent ne va pas venir à la maison parce que tu fais trop palabres. Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne font pas palabres. Alors, donc c'est la Chine qui payait et qui a financé en grande partie la guerre en Irak en achetant les bons du trésor américain. Mais aujourd'hui, le problème a changé.
personne ne veut les bons du Trésor américain parce que Donald Trump est un président instable. Il est versatile, on ne le comprend pas. Pour la simple raison, je reviens encore en arrière. Les décisions qu'il avait prises là, les tarifs douaniers, la Cour suprême, je crois que c'était le jeudi ou mercredi, la Cour suprême a fait ce qu'on appelle le ruling, c'est prononcé, et la Cour suprême dit que toutes les décisions que Trump a prises, où il se vantait, il montait, la Cour suprême a tout annulé, tout. Et même l'argent que les gens ont déjà payé là, on demande de restituer l'argent des gens. 24 heures après, Trump sort, il impose encore, il utilise une autre stratégie, et puis il impose sur certains pays. Mais cette fois-ci, il ne peut plus imposer à tout le monde, mais il impose sur certains pays. Donc quand les gens regardent, l'Amérique n'est plus un partenaire fiable. Donc les gens ne veulent plus du bon du Trésor américain. Mais ils ont besoin de cet argent pour faire cette guerre, s'ils veulent faire cette guerre. Parce que cette guerre, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, ça ne sera pas une guerre d'un jour, de 2 jours. Même si l'Iran ne peut pas, pour le moment, même si l'Iran a la capacité de faire, et que très peu de missiles pourront atteindre le territoire américain, mais Israël est à portée de main. Israël sera frappé. Alors il faut faire les calculs. Regardez la guerre de 12 jours. Pour des drones de $1000, $2000, l'Amérique utilisait des missiles de 2 millions de francs, de 2 millions de dollars. Écoutez très bien. Pour abattre un missile de $2000, de 1 million de francs CFA, ils utilisent un drone, un missile, non, surtout les drones, ils envoient beaucoup. Pour un drone de $2000, souvent même moins de $2000, ils utilisent un missile de 3 millions de dollars, un missile de 6 millions de dollars. Parce que les missiles sont largués à partir de leur porte-avions, à partir de la mer. Et à partir de leur position en Jordanie. Israël, c'était la même chose. Israël a pratiquement épuisé tout le stock de missiles intercepteurs qu'ils avaient. Alors que les missiles intercepteurs, le minimum était à combien? Le minimum était à 2-3 millions de dollars. Pour un drone qui ne vaut même pas, un drone de 1 million de francs CFA. Toi, tu vas l'abattre avec, attends, calculer, ça fait 150 millions. Attendez, tu vas abattre un drone, je cache le prix, à moins 100 millions de francs CFA. Pour un drone de 1 million de francs CFA, tu utilises un missile de 100 millions. Pendant combien de jours tu vas tenir ça? Pendant combien de temps tu vas tenir ça? Donc, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Ah, ils se rendent compte que l'Iran a non seulement des milliers de drones, des milliers de missiles balistiques, des milliers de missiles hypersoniques. L'Iran peut envoyer tout de suite 500 ou bien 1000 drones en même temps. Et puis mettre entre les drones, ouvrir un couloir. C'est-à-dire que les drones vont ouvrir un couloir. Quand vous allez commencer à battre les drones, vous êtes occupé, les drones, le missile hypersonique passe dans le couloir. Et puis va frapper ces stratégies. Ils ont compris, ils le savent. Les spécialistes leur ont dit, on ne peut pas gagner cette guerre parce que toute la stratégie militaire américaine et israélienne a été bâtie sur des concepts depuis 1990 et 2000. Le concept des missiles hypersoniques n'était pas à l'ordre du jour. Ça, c'est un. Deuxièmement, ouais, effectivement, Christy, c'est une guerre de jeu. Deuxièmement, le concept des drones. C'est l'Iran qui a développé ça et la Russie. On a vu ça en Ukraine et on a vu ça avec la guerre des 12 jours. Donc cette histoire de drone n'était pas dans le calcul. Et les Américains se rendent compte que, attention, l'Iran est le père des drones. Ils peuvent envoyer 1000 drones en même temps. Quel drone on va abattre? Et entre les drones, il y a un missile balistique qui va frapper le navire. On lui a dit, Monsieur Trump, si c'est vous dans l'histoire des États-Unis, si c'est par vous qu'un navire de guerre sera coulé, c'est pas joli. Et le Congrès va demander votre destitution. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les républicains, aussi bien que les démocrates, ils sont tous. Ils disent, Trump, tu peux pas faire cette guerre sans notre aval. Tu vas faire cette guerre. Un navire coule, on va te destituer. Vous voyez un peu, l'Iran n'a pas tiré un coup de fusil. Mais l'Iran est respecté. Alassane Ouattara, tu as dit que la Russie est la 11e puissance. Mais aujourd'hui, c'est la Russie qui arme l'Iran. Le Sou-57, qui est le cauchemar
de l'OTAN. Le missile Oreshnik, c'est ça? C'est le cauchemar des Américains. Il n'y a aucun système au monde qui peut intercepter Oreshnik. Il n'y a aucun avion, même pas les Américains, qui peut égaler avec le Su-57. Même pas le B-Spirit, le B-2 Spirit. Encore moins les F-35. Et aujourd'hui, la Chine, puisque l'Iran n'achète pas avec l'argent. Alassane Ouattara, comme